Bonsoir. Alors, à la veille des 2 ans du début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, concrètement, quel bilan faites-vous? Aujourd'hui, le front est assez immobilisé, avec une pression forte de la part des Russes envers les Ukrainiens, avec quelques avancées ponctuelles de la Russie et une forte pression de la Russie sur l'Ukraine. On peut ajouter à cela une avance technologique qui a été prise par les Russes et la possibilité aussi pour l'artillerie russe de délivrer beaucoup plus de tirs que les Ukrainiens. Selon vous, quels ont été les événements peut-être les plus marquants qui se sont déroulés durant ces 2 dernières années? On pourrait dire que la réaction de l'Europe et de l'Union européenne à la guerre a été surtout de prendre des sanctions économiques. Mais elle oubliait un petit peu que le centre de gravité de la géoéconomie mondiale se situe aujourd'hui en Eurasie, quelque part entre la Russie, l'Inde et la Chine. Et donc les sanctions européennes ont eu pour effet d'accélérer le rapprochement géoéconomique, de générer un sursaut économique en Russie et surtout un sursaut sur l'appareil de production industrielle et d'armement. Si bien que paradoxalement aujourd'hui, la guerre bénéficie à la fois au complexe industriel américain et russe. Justement, on va parler dans quelques instants un petit peu des conséquences géopolitiques de ce conflit. Mais j'aimerais qu'on revienne sur le fait que finalement c'est une guerre qui dure alors que Poutine avait lui-même déclaré pouvoir prendre l'Ukraine en 3 jours. Comment expliquer finalement que la Russie n'arrive pas à s'emparer de l'Ukraine et que ce conflit dure déjà depuis 2 ans? Il y a une raison un petit peu mystérieuse, mais qui est d'ordre culturel. La Russie et l'Ukraine sont proches, à la fois par leur langue et par une culture commune qui est partagée, et se comportent un petit peu comme des jumeaux. Par conséquent, les Ukrainiens et les Russes ont combattu face à face avec un esprit défensif assez analogue, et finalement les Ukrainiens ont bien résisté aux assauts russes, et on a à la fois un système occidental et oriental opposé d'un point de vue armement, mais aussi deux peuples qui se ressemblent et s'opposent. Voilà qui explique peut-être la raison pour laquelle le conflit n'a pas été de courte durée. Et la résilience ukrainienne est en partie permise par le soutien logistique, économique et géopolitique de ses alliés occidentaux, où en est justement le soutien de ces autres pays envers l'Ukraine. Il y a un problème de production industrielle d'armes à la fois aux États-Unis et en Europe. Ce sont les deux Corées, la Corée du Sud et la Corée du Nord, qui approvisionnent l'une la Russie et l'autre l'Ukraine, en tout cas qui fournissent le plus de munitions. Et puis les hésitations américaines sur la fourniture d'armement à l'Ukraine et aussi finalement les hésitations occidentales face à une guerre qui s'avère plus difficile que prévu explique peut-être aussi ce manque de soutien des Occidentaux. On voit qu'aujourd'hui, la guerre est peut-être sur le point d'être perdue par les Ukrainiens face à la pression russe. Et justement, concernant ce contexte géopolitique, les relations entre la Russie et les États-Unis sont plus que jamais tendues avec la mort de Alexei Navalny, le principal opposant russe à Vladimir Poutine. Joe Biden a eu des mots forts envers le président russe avant de révéler de nouvelles sanctions contre la Russie. Bien sûr, on a deux systèmes géopolitiques opposés. D'un côté, les puissances libérales océaniques qui ont conquis le monde par la combinaison de leur flotte de commerce et leur flotte de guerre, ces puissances qui veulent laisser la mer Noire ouverte pour pouvoir avoir accès au blé ukrainien, et d'autre part, les puissances continentales, la Russie, mais aussi ses alliés, l'Iran et la Chine, qui se rapprochent aujourd'hui de l'Inde et qui tentent de constituer un bloc oriental en Eurasie qui pourrait concurrencer les États-Unis et manœuvre aussi au Moyen-Orient avec l'Arabie saoudite qui a basculé de leur côté. Donc on voit que c'est une partie d'échec mondial et que l'Ukraine n'est qu'une manifestation des tensions entre deux camps géopolitiques opposés. Une partie d'échec, vous venez de le dire, qui fait de nombreuses et qui a fait de nombreuses victimes, que ce soit civiles ou combattants. Est-ce qu'on a un ordre d'idée de combien de personnes ont perdu la vie depuis le début de la guerre? Je crois que des deux côtés de la ligne de front, le bilan est lourd mais incertain. On a du mal à mesurer le nombre de pertes. Alors, il existe un site qui comptabilise les pertes, je n'ai plus le nom en tête, mais qui les donne pour la BBC, et qui montre que les pertes russes diminuent aujourd'hui. En fait, les pertes ont été à leur maximum lors des grosses offensives de Bakhmut,
mais c'est effectivement très difficile de comptabiliser les pertes car les Russes ne souhaitent naturellement, ni les Ukrainiens ni les Russes ne souhaitent qu'on sache quel a été le prix humain de la guerre vis-à-vis de leur propre opinion publique. De votre côté, comment, ça sera ma dernière question, voyez-vous évoluer ce conflit? C'est vrai que certaines informations prétendent que cette guerre devrait se poursuivre, mais être un temps moins intense puisque l'offensive russe ne reprendrait qu'à la fin du printemps. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des raisons climatiques qui expliquent la situation actuelle. Aujourd'hui, on a déjà dans la Rasputitsa, donc la fonte de la glace, l'hiver a été très court en Ukraine, et donc c'est beaucoup plus difficile pour les Russes de manœuvrer. Poutine ayant enregistré une victoire symbolique, il peut capitaliser là-dessus pour sa propre réélection, et il a intérêt finalement à progresser lentement, à exercer une pression lente, en attendant l'élection de Donald Trump qui peut faire complètement basculer la donne d'ici quelques mois. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.